Si vous voulez gagner du temps sur vos visites d'immeubles de rapport, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les investisseurs intelligents, aujourd'hui on a une vidéo terrain, on a une vidéo dédiée aux immeubles et on va voir comment rapidement, en un clin d'œil, on peut estimer la viabilité, la qualité d'un bien immobilier comme un immeuble de rapport, que l'on soit à l'extérieur du bâtiment ou que l'on soit à l'intérieur du bâtiment. La première chose, le premier élément de façade sur lequel je vous invite à porter votre attention, ce sont les fenêtres. Est-ce qu'elles sont en bois? Est-ce qu'elles sont en PVC? Est-ce que le crépi autour des fenêtres tient bien? Est-ce qu'il n'est pas fissuré? Est-ce qu'il n'y a pas des morceaux de façade qui manquent? Je vous dis ça parce que lorsque vous achèterez un immeuble de rapport, il n'y a pas de copropriété. Vous êtes responsable de la totalité de la façade, de la toiture, des planchers, du sous-sol, bref, de tous les éléments qui font que ça peut coûter très cher d'entretenir un immeuble de rapport si vous avez mal estimé d'entrée de jeu la qualité du bâtiment que vous avez acheté. Donc, les fenêtres, on regarde à l'extérieur dans quel état elles sont. On regarde également à l'intérieur. À l'intérieur, on regarde quoi? On regarde s'il y a des infiltrations d'eau vers l'intérieur des appartements. Est-ce qu'il y a de l'eau qui est rentrée au niveau de l'allège, c'est-à-dire la partie basse sur laquelle on s'appuie? On appelle ça l'appui de fenêtre, on peut aussi appeler ça l'allège. Est-ce que le papier peint est gondolé? Est-ce qu'il s'est décollé? Est-ce que le plâtre a gonflé? Est-ce qu'il s'est gorgé d'eau? Est-ce qu'il y a de l'humidité tout autour au niveau des montants des fenêtres, au niveau du linteau également? Si ce sont des vieilles fenêtres en PVC, est-ce qu'il y a de la buée entre les deux surfaces vitrées? Si c'est du simple vitrage, bon bah là il n'y a pas trop de questions à se poser, il faudra le remplacer. Mais si il y a déjà eu des travaux de remplacement de fenêtres de fait dans le milieu des années 80 ou début des années 90, lorsque le double vitrage a commencé à arriver, c'était des doubles vitrages qui étaient de mauvaise qualité. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde des maisons, on peut très bien voir des buées qu'il y a entre les deux couches de verre du double vitrage. C'est simplement que le gaz qui était à l'intérieur, souvent on mettait de l'argon ou d'autres gaz nobles. Ce sont des gaz qui ont une faculté d'isolant thermique et ils sont malheureusement très volatiles. C'est pour ça qu'à la moindre fuite, tous ces gaz-là s'en vont et sont remplacés par de l'air avec de l'oxygène, avec de l'eau et donc de la condensation. Et cette fameuse buée qui apparaît, ça n'est pas réparable. Il faut jeter la fenêtre et la remplacer ou changer tout simplement la vitre. Moi, ce que je vous invite à faire, vous avez un mètre sur vous lorsque vous visitez un appartement et vous prenez la mesure des éléments mobiles de la fenêtre, d'accord? On ne prend pas la mesure du cadre de la fenêtre, on prend uniquement la mesure de la fenêtre ou de la porte, simplement, grossièrement. Et ensuite, le week-end, vous allez chez Castorama, Leroy Merlin, La Paire, Brico Dépôt, où vous voulez, bref, et vous donnez les dimensions de la fenêtre à une personne qui pourra vous faire des fenêtres. Comme ça, vous allez pouvoir estimer d'une manière assez juste combien va coûter le remplacement de cette fenêtre. Et toutes les entreprises qui vendent des fenêtres proposent aussi également le remplacement et la pose des nouvelles fenêtres. Donc comme ça, vous avez au moins un devis clair sur la quantité de fenêtres, sur la qualité de ce que vous voulez mettre d'entrée de jeu, parce que si vous avez des fenêtres qui ne sont pas double vitrées, vous savez tout de suite qu'il y aura une enveloppe assez élevée à débourser pour remplacer ces fenêtres. Deuxièmement, regardez les murs porteurs. S'il y a des fissures, que ce soit des fissures verticales, horizontales ou des lézardes, les lézardes ce sont en général des petites fissures qui sont fines comme un cheveu et finissent de manière un petit peu plus épaisse. Ça veut dire que le bâtiment bouge ni verticalement ni horizontalement, donc il est en train de glisser. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est stable du bâtiment et une autre partie qui s'affaisse un petit peu. La caractéristique, c'est qu'on a donc des lézardes qui vont se faire et ça, en général, c'est pas bon du tout. Mais attention, ça n'est pas parce qu'il y a des lézardes que le bâtiment est en train de s'effondrer. Sauf que là, vous comme moi, on n'a pas l'expérience suffisante pour juger de la qualité d'un bien immobilier. Donc moi, ce que je fais lorsque je suis face à un bâtiment, et ça m'est arrivé et je me suis rétracté, et je remercie encore Raymond, un ami de mes parents, qui est un expert d'assurance à la retraite que j'ai amené sur un immeuble de rapport que j'allais acheter. J'avais même signé le compromis de vente, on était encore dans les 10 jours de loi SRU. Il m'a dit: Rodolphe, surtout tu n'achètes pas ce bâtiment, il est en train de s'effondrer. Donc moi, c'est un ami de mes parents, je n'ai pas eu à payer. Mais si vous ne savez pas comment trouver un expert en génie civil ou un expert en bâtiment, vous appelez une assurance et vous demandez à une assurance: voilà, j'ai un doute sur un bâtiment. Est-ce que vous pouvez me donner le contact d'un expert avec lequel vous travaillez pour le mandater sur des sinistres, parce que j'ai besoin d'avoir les idées claires par rapport à ce bien-là que je veux. Et si, entre vous et moi, si vous n'êtes pas prêt à débourser de votre poche 150 à 300 euros pour déplacer un expert pour valider que le bâtiment que vous achetez est bien solide et va bien tenir et que c'est un investissement qui va être pérenne dans le temps, si vous n'êtes pas capable de sortir 300 euros pour ça, honnêtement, arrêtez tout de suite l'investissement immobilier, ça n'est absolument pas fait pour vous. Ici, on est sur une chaîne où on apprend l'investissement en bon père de famille.
on n'est pas là pour faire des investissements qui vont vous ruiner. Parce que si vous achetez un bâtiment qui fissure dans tous les sens et que vous ne pouvez pas louer parce qu'il va être mis en arrêté de péril, mais vous aurez quand même le crédit à rembourser, ce bâtiment risque tout simplement de vous ruiner. Vous n'avez donc pas le droit de faire d'erreur sur les murs porteurs d'un immeuble de rapport. Soyez donc très attentifs aux fissures. Après, le bâtiment peut être tout à fait sain, ne présenter aucun problème. Dans ce cas-là, on ne s'inquiète pas. Mais si on est par exemple dans un centre-ville qui est très ancien, comme beaucoup de centres-villes en France, et qu'on visite un immeuble qui a été construit dans les années 1800, eh bien peut-être que ce bâtiment a bougé. Alors il y a un seuil de tolérance, hein, tous les bâtiments bougent, mais il y a un moment où il va trop bouger, il va y avoir une rupture. Donc on peut toujours consolider, mais attention, ces travaux-là de consolidation peuvent coûter excessivement cher. Vous devez donc faire très attention à ça. Et quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur un immeuble de rapport, lorsqu'il y en a, c'est regarder la cave. Parce que la cave, ce sont les sous-bassements du bâtiment. Donc si le bâtiment bouge, ça va forcément se voir au niveau de la cave. Et au niveau de la cave, s'il y a de l'humidité, s'il y a de l'eau qui circule ou de l'eau qui est mal évacuée, eh bien ça peut faire un bâtiment qui s'affaisse, qui se fragilise et qui devient dangereux. Donc faites attention, regardez bien la cave ou s'il y a un vide sanitaire, regardez bien également le vide sanitaire. J'ai également une autre astuce pour savoir si le bâtiment a bougé. C'est un objet qui va vous coûter 1 € chez Decathlon. C'est le test de la balle de golf. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais moi lorsque je visite un bien immobilier, j'ai toujours une balle de golf sur moi. Avant j'avais une balle de ping-pong, mais la balle de ping-pong, lorsque vous la faites rouler, même sur une surface qui est parfaitement plate, elle va rouler n'importe comment. Donc, nous on veut quelque chose qui soit sûr. L'idéal ce serait une boule de billard, mais une boule de billard c'est quand même beaucoup plus gros qu'une boule de golf, qu'une balle de golf. Donc une balle de golf, ça marche très très bien. En plus, elle a une certaine tolérance par rapport au fait que la surface de la balle soit un petit peu en relief. Donc vous la mettez au centre d'une pièce et si la balle de golf se met à rouler rapidement dans un coin de la pièce, ça veut dire que le plancher n'est pas droit, donc que le bâtiment a bougé. Je peux vous dire que lorsqu'on construit un bâtiment, on utilise des chapes liquides, on fait tout en sorte pour que le bâtiment soit bien plat. Donc soit il y a eu un problème à la construction, soit le bâtiment a été parfaitement construit, mais il a bougé. Là, une fois de plus, si la balle de golf ne bouge pas, bon, il n'y a peut-être pas lieu d'appeler un expert. En revanche, si elle se met à circuler de manière assez flippante dans la pièce, là, effectivement, je vous conseillerais très fortement d'appeler un expert. Également, autre chose que je regarde, ce sont les portes. Une porte sur un bâtiment ancien, je peux vous garantir qu'au 19e siècle, on travaillait extrêmement bien. Les ouvriers savaient poser des portes de manière bien verticale. Donc si aujourd'hui, vous laissez une porte entrouverte et que lorsqu'elle est entrouverte, elle vient s'ouvrir toute seule ou se fermer tout seul, eh bien c'est que les montants de la porte, le chambranle de la porte a bougé. Et si le chambranle a bougé, c'est que le bâtiment a bougé. Donc faites attention à toutes ces petites techniques que je vous donne parce que si vous allez dans un immeuble et que la porte s'ouvre toute seule ou se ferme toute seule et que c'est une porte d'origine, c'est forcément là que le bâtiment a bougé. Attention cependant à ne pas vous faire avoir parce que parfois vous avez des portes qui frottent au sol et donc elles ne peuvent pas bouger puisqu'elles frottent, elles sont freinées au sol. Elles peuvent aussi frotter sur le sol parce que le bâtiment a bougé, mais elles peuvent aussi frotter sur le sol parce qu'il y a le carrelage qui a été rehaussé. On a mis une couche de carrelage sur une autre couche de carrelage et on n'a pas pris le soin de raboter la porte ou de faire les modifications qu'on aurait dû faire. Et donc là, on peut se retrouver un petit peu dupé. Il va donc falloir regarder un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette porte? Pourquoi est-ce qu'elle frotte au sol? Mais un carreleur qui va aller découper une porte ou un menuisier qui va faire en sorte que la porte s'ouvre bien, il va bien faire son travail. Et après son passage, la porte va s'ouvrir et se fermer très librement. Donc attention aux portes qui frottent au sol, ça veut en généralement dire que quelque chose a bougé. Autre point important, lorsque je visite un immeuble de rapport qui n'a pas de cave, eh bien je m'attarde vraiment à regarder l'état des murs porteurs mais également des murs de refend. Je regarde la partie inférieure. Est-ce qu'il y a de l'eau qui remonte par capillarité? La capillarité, c'est le phénomène de l'eau ou du lait qui remonte dans le sucre et qui va faire que le sucre va s'éroder et s'écrouler. Il se passe exactement la même chose sur un bâtiment lorsque l'eau monte dans les murs, eh bien ça peut s'effriter, ça peut fragiliser le bâtiment. Donc s'il y a de l'eau qui monte au niveau des murs du rez-de-chaussée, c'est qu'il y a une infiltration d'eau quelque part. Alors, ça n'est pas toujours très grave, mais c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir une fois de plus. Si l'humidité est présente sur les bas des murs du rez-de-chaussée ou le bas des murs de la cave, c'est qu'il y a ici une question d'infiltration. Vous avez remarqué que je vous parle beaucoup d'eau, des problèmes d'affaissement, de rentrée d'eau par rapport aux fenêtres, etc. Parce que l'eau est l'ennemi numéro 1
des bâtiments. C'est pour ça que je termine maintenant avec la toiture. Vous devez impérativement acheter un bâtiment qui a une toiture qui est saine, ou en tout cas, si elle n'est pas saine, vous pouvez acheter le bâtiment, mais vous devez prévoir de faire rénover ou au moins de faire contrôler la toiture de ce bâtiment. Alors pour contrôler la toiture du bâtiment, vous pouvez très bien demander à un couvreur qui va monter, qui va regarder. On peut très bien préserver le caractère authentique de la toiture en enlevant par exemple des tuiles anciennes en terre cuite. On va poser ce qu'on appelle sur la charpente des PST, des plaques sous tuiles qui vont elles faire l'étanchéité et ensuite venir reposer les toitures. Comme ça de loin, on a une toiture qui est identique, qui est ancienne et qui donc garde un petit peu son cachet d'antan, tout en étant efficace puisque c'est le PST, cette fameuse plaque sous tuile qui va jouer le rôle d'étanchéité. Faites attention à ça et vraiment focalisez-vous là sur les plafonds qui sont juste situés sous la toiture parce que les plafonds situés sous la toiture vont tout de suite vous dire s'il y a des infiltrations d'eau ou pas. Donc regardez ça et regardez également, soyez attentifs à regarder le contour en haut des murs extérieurs, là où la toiture arrive, parce que s'il y a de l'infiltration d'eau, dans 80% des cas, c'est là qu'elle va se passer, parce que souvent vous avez les tuiles qui arrivent en bout de la toiture, juste au niveau des gouttières, et c'est là où elles vont commencer un petit peu à tomber, parce que c'est là où elles se prennent peut-être toute l'eau, c'est là où elles subissent peut-être le plus de vent, et donc c'est là où elles vont commencer à se décrocher, et si elles se décrochent, elles ne font plus leur rôle d'étanchéité, et c'est là où l'eau va se mettre à rentrer dans le bâtiment. Donc regardez bien ce qu'on appelle le chaînage, c'est tout le tour du bâtiment pour voir si il est bien sain et s'il n'y a pas d'entrée d'humidité. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quels sont les autres points que vous regardez lorsque vous faites une visite d'immeuble de rapport. Ça m'intéresse beaucoup, ça aidera la communauté toujours grandissante des investisseurs intelligents. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!